Chers amis philosophes, bonjour, bienvenue dans cette série de podcasts Les clés de la philosophie. Je m'appelle Jérôme Ravenet et je partage avec vous des conseils et une réflexion sur les clés utiles pour entrer en philosophie à travers les exercices académiques de la philosophie, la dissertation et l'explication de textes autour des auteurs du programme officiel des examens et concours du secondaire et du supérieur. Chers auditeurs, bonjour, nous nous retrouvons dans cette dernière capsule de la série consacrée à la question du devoir. Question théorique, qu'est-ce que le devoir, et question pratique, c'est-à-dire comment trouver en nous la volonté, la force morale de nous arracher à la force des calculs à court terme, des désirs égoïstes. Alors nous avions envisagé deux réponses dans les précédentes capsules. Premièrement, on peut aller chercher cette force hors du monde, en s'enracinant, pour parler comme Simone Weil, en s'enracinant dans ces besoins éternels de l'âme humaine qui sont au plus profond de nous et dont la connexion expanse en quelque sorte notre humanité en nous reliant au sacré, au divin qui est en nous. C'était la réponse spirituelle de Simone Weil, vous vous en souvenez, que je résume dans le concept de reliance. Mais on a vu qu'on pouvait au contraire s'efforcer d'expurger la volonté de tout motif pathologique, de tout intérêt sensible, de tout égoïsme, pour parler comme Kant, c'est-à-dire de ramener la volonté au seul critère de l'universalisabilité possible de la maxime de mon action. Je vous renvoie à cette capsule consacrée à la morale transcendantale de Kant. Tel était le sens de l'action accomplie par devoir dans la morale transcendantale de Kant. Bon, ça c'est un rappel. Mais la piste de la présente capsule aujourd'hui, c'est de faire l'hypothèse qu'on peut prendre du recul par rapport à ces désirs spontanés à court terme, en leur opposant un calcul rationnel des bénéfices et des risques. Et c'est ce que propose la stratégie conséquentialiste du dilemme du prisonnier dans la théorie des jeux. C'est une théorie conséquentialiste en ce qu'elle examine la pertinence des actions par rapport à leurs conséquences. Des conséquences qu'on va s'efforcer de mesurer aussi mathématiquement que possible, comme vous allez le voir. Alors en quoi consiste ce dilemme du prisonnier ? Je vous expose la situation initiale. Pour chercher la vérité, deux suspects sont interrogés séparément par la police. Séparément, ça signifie que chacun ignore ce que l'autre va dire. L'interrogatoire séparé permet de maintenir les suspects dans l'ignorance. S'ils se taisent par complicité, l'absence de preuves ne permet à la justice de les condamner qu'à 1 an de prison chacun, c'est-à-dire autant de la prison préventive, globalement. Mais on leur promet que si l'un d'eux accepte de trahir l'autre et passe aux aveux, il ressortira aussitôt libre, tandis que son complice écopera de la peine totale prévue par la loi, soit 10 ans de prison. S'ils se dénoncent tous les deux, chacun écopera donc de la moitié de la peine prévue par la loi, soit 5 ans. La question est donc celle-ci. Après avoir fait votre calcul, choisissez-vous de vous taire, stratégie collective, coopérative à l'égard de votre complice, partenaire, ou choisissez-vous de trahir, stratégie individualiste, égoïste. Pour le dire dans les termes employés jusqu'ici dans ce cours sur le devoir, suivrai-je mon intérêt égoïste, mon désir, ou respecterai-je mon devoir, le contrat passé avec mon associé ? Je vous laisse mettre sur pause si vous voulez prendre le temps de réfléchir, mais je vous propose, pour les autres, de passer à l'analyse des deux points de vue qui se disputent ici. D'abord le point de vue du désir égoïste, celui de se tirer d'affaire. C'est le point de vue le moins risqué, parce que, premièrement, si l'associé ne trahit pas, je ressors libre immédiatement. Mais, deuxième possibilité, s'il trahit, j'évite de porter tout seul le poids de la peine totale. Donc, quoi que fasse le complice, il est toujours moins coûteux
pour chacun de trahir plutôt que de coopérer. 5 ans au lieu de 10 si mon associé trahit, 0 au lieu d'1 an s'il ne trahit pas. Dans tous les cas, il est toujours plus avantageux de trahir. Mais on peut aussi analyser ce dilemme du point de vue coopératif, qui est risqué, comme on vient de le démontrer, mais qui est cependant le plus avantageux du point de vue collectif. Et on peut le montrer mathématiquement. Car si l'autre coopère aussi, faute de preuves, la justice ne peut infliger au suspect qu'une peine minimisée. 1 an de préventive pour chacun, soit 2 ans au total, au lieu des 10 ans qui sont toujours prévus pour la sanction du crime lorsqu'elle est avérée par les aveux. Dans cette situation modélisée par un tableau à double entrée, le calcul purement rationnel invite à coopérer pour minimiser la peine totale. Mais en comparant les 2 entrées du tableau, chacun peut être tenté de revenir à l'égoïsme. Si chacun pense au risque personnel que comporte cette préférence, il renonce à l'altruisme et préfère l'égoïsme. L'intérêt collectif et l'intérêt individuel ne se recouvrent pas, ils ne sont pas congruents. Alors que faire? En d'autres termes, où est mon devoir? La théorie des jeux ne livre pas de réponse à ce stade, mais elle permet en tout cas d'analyser le problème. Parce qu'en résumé, la raison nous ligote dans ce qu'on appellera un équilibre de Nash, N-A-S-H. Cet équilibre de Nash, considéré comme stable, c'est un équilibre solide qui tend à l'immobilité, dans lequel il n'y a aucun intérêt à jouer collectif si je suis le seul à le faire. Mais la raison ne nous garantit pas non plus de préserver les bénéfices optimaux de la coopération. Elle ne protège pas ce qu'on appellera l'optimum de Pareto. Cet optimum de Pareto, P-A-R-E-T-O, c'est l'optimum qui résulte du choix de coopérer. Cet équilibre est instable, lui, par contre, parce qu'il attire les passagers clandestins, c'est-à-dire les traîtres qui ont mathématiquement tout intérêt à profiter de la générosité des autres. Donc à ce stade, vous le voyez, la théorie des jeux ne propose pas de conclusion moralement optimiste, parce que si nous savons maintenant qu'il y a de bonnes raisons de préférer l'individualisme égoïste, nous savions déjà que nous avions de bonnes raisons de penser que cet égoïsme va perpétuer les divisions et la guerre de tous contre chacun. À ce stade, la question demeure: quelle posture morale choisir, le devoir de solidarité ou l'égoïsme? Alors, le théoricien Axelrod a proposé que l'on combine les deux postures. Mais c'est compliqué, les combiner comment? Au hasard? Ou sinon selon quel principe? C'est-à-dire, quand et pourquoi devrais-je faire plutôt mon devoir et lui sacrifier mon intérêt personnel? Quand et pourquoi puis-je me permettre de privilégier plutôt mon intérêt que de m'astreindre héroïquement, mais à mon entier détriment? C'est pour répondre à cette question qu'Axelrod a proposé un modèle plus complexe du dilemme du prisonnier, le dilemme à répéter. Il a l'avantage d'imiter la vie avec plus de ressemblance, parce que dans la vraie vie, nous avons des occasions répétées, multipliées, de respecter ou de trahir nos partenaires. Nous les connaissons, ils nous connaissent, nous nous connaissons mutuellement et la clause d'ignorance, qui était au principe de l'interrogatoire séparé, peut être levée. Alors les expériences et les calculs d'Axelrod ont finalement permis de montrer qu'entre toutes les stratégies possibles, la méchante, la rancunière, la gentille, l'aléatoire, etc., la stratégie donnant-donnant était celle qui donnait les meilleures chances de succès à long terme. La stratégie donnant-donnant, ce n'est pas une stratégie du devoir inconditionnel, qui est, si vous voulez, toujours gentille, mais ce n'est pas non plus une stratégie égoïste. C'est quand même une stratégie altruiste, à long terme, en ce qu'elle tient compte des choix d'autrui, puisqu'elle consiste à trahir après avoir été trahi, mais à pardonner et à coopérer
quand le partenaire donne toutes les garanties d'un comportement coopératif. Et donc, in fine, elle contribue à la majoration de l'intérêt collectif. Alors, la théorie des jeux, à travers ce modèle du dilemme répété, conclut à la fois contre l'égoïsme à courte vue, aussi bien que contre l'universalisme inefficace du pur devoir, le calcul de l'intérêt pragmatique au long cours. C'est ce que j'appellerais un inclusivisme, parce qu'il inclut, il harmonise, il articule rationnellement l'intérêt individuel et l'intérêt collectif. Voilà, je vous souhaite de belles heures de méditation avec cet outil de réflexion absolument fascinant qui est le modèle du dilemme du prisonnier dans la théorie des jeux, et je vous laisse faire des recherches sur tous les noms que j'ai évoqués au passage. Axelrod, Rapoport, Nash, Pareto. Ce ne sont pas officiellement des auteurs du programme de Terminale en philosophie, mais ce sont des grands noms. De belles lectures donc, de belles réflexions et une belle journée à tous. À très bientôt.